Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table, le magazine de la culture et des idées de France Culture. La colère verte, état des lieux de la mobilisation citoyenne et des nouvelles formes d'action pour défendre l'environnement, avec la juriste Judith Rochefeld, auteure de Justice pour le climat. C'est chez Odile Jacob. Elle sera avec nous à partir de 12h55 dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, ce double Mon robot dans Une machine comme moi, qui vient de paraître chez Gallimard, traduit par France Camus-Pichon. Le romancier britannique Ian McEwan nous ramène en 1982. Alan Turing est encore vivant, la technologie est de plus en plus savante, l'intelligence artificielle de plus en plus humaine. C'est une uchronie réussie, écrite avec mordant et un nuage de mélancolie propre à l'auteur de L'Enfant volé, prix Femina étranger, et de Amsterdam, prix Booker. Ian McEwan est notre invité. Écoutez tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Ian McEwan est pour l'heure notre invité. Écoutez sur France Culture ou sur le fil de vos podcasts plus tard. Abonnez-vous à la grande table. Il sera aussi en masterclass en public ce soir à la BNF avec Sylvain Bourmeau. Et l'invité samedi de la 4e édition de la Nuit de la lecture. Ian McEwan qui est donc de passage à Paris à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Une machine comme moi. C'est son titre en français. À la mort de sa mère, Charlie engloutit son héritage dans l'achat d'Adam, le premier androïde viable fabriqué en série. Un faussaire de Docker du Bosphore, doté d'une intelligence et d'une apparence plausible, de mouvements et d'expressions crédibles, tels que le décrit son géniteur. Ian McEwan, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous et bonjour à FDR, votre voix française. Bonjour. Et c'est le début des problèmes, cette acquisition, cet achat, car il va falloir le programmer, ce robot. Quelle fonction, quelle qualité lui attribuer ? La question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Question qu'on ne se pose jamais habituellement quand on rencontre un ami, qu'on a un compagnon ou une compagne dans la vie. Parce que dans la vraie vie, comme le rappelle Charlie, votre héros, mes amis, ma famille et mes relations, tous étaient apparus dans ma vie comme pré-réglés par l'histoire immuable de leur gène et de leur environnement. Voilà. Nous sommes tous pré-réglés, mais là, il va falloir le programmer, le formater, ce robot, avec sa voisine Miranda. Quel choix vont-ils faire, Ian McEwan ? It's something like the choices that all parents think Ça they're s'apparente making for their children. un petit peu au choix justement auquel doivent procéder les parents par rapport à leurs enfants. And of course it's completely illusory. Et bien sûr, tout ça n'est qu'illusion, Parents are not in charge of the puisque personalities of les their children. parents ne sont pas responsables finalement de la personnalité de leur enfant, Even ça leur though échappe. they might control all Même the si possibilities les and parents advantages essayent in de life. boucler toutes les possibilités qu'auront leurs enfants dans la vie. So my narrator takes on this humanoid Donc Charlie, mon narrateur, en effet, fait l'acquisition on de the cet humanoïde. basis that he will slowly discover who he is. Et il pense qu'il va progressivement He découvrir knows qui he's il est. pre-programmed, Il sait qu'il a été préprogrammé. but he also has what we call machine learning. Mais il y a aussi ce qu'on appelle So- l'apprentissage machine qui est à l'œuvre. Experience itself will begin to shape his C'est donc personality. l'expérience elle-même qui va façonner sa personnalité au fur et à mesure. But it's an old dream, really, to make an artificial human. Mais c'est un très vieux rêve de créer un être humain artificiel. We could even say it's thousands of years old. Ça remonte à des milliers d'années en fait. Prometheus, for example, Prométhée déjà is one of the foremost robot makers. est l'un des premiers fabricants de robots. We can even think of God in the story of Adam and Eve, Et même Dieu, avec l'histoire d'Adam et Ève. making creatures in his own image. Voilà, il a créé, fait des créatures à sa propre image. And our great modern text Toujours is l'histoire du Mary robot. Shelley's Frankenstein. Et puis, dans les temps plus modernes, il y a le Frankenstein de Mary Shelley aussi. And as you say, these figures are lonely. Just like Adam is Et ces lonely. personnages sont très seuls, ils sont dans la solitude, et tous le sont, comme Adam lorsqu'il a été créé et qu'il était seul encore. So God makes him an Eve. Et donc Dieu lui a fabriqué une So Ève Frankenstein, pour Shelley's qu'il soit Frankenstein, plus seul. or Frankenstein's monster, De même avec le monstre de Frankenstein sous la plume de even as Mary he's a Shelley, murderer, is also même si c'est lonely. un assassin, néanmoins il ressent la solitude. So
bringing my Adam, this Adam, into the community, the family of human beings. Placer mon Adam, cet Adam dans la famille, la communauté humaine. Is always going to be a difficult process. Bon, c'est forcément un petit peu délicat comme processus, cette intégration. Mon Adam, vous venez de dire mon Adam, avec ce possessif. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore laissé votre enfant s'envoler. Il est loin de s'être totalement émancipé de votre plume. Du coup, vous l'avez pensé à l'image de qui ou de quoi cet Adam? Well, Adam, c'est moi, of course. Adam, c'est moi. Well, he's rather handsome. Bon, il est plutôt beau garçon. Charlie's, my narrator, Charlie, his girlfriend, says he looks like a docker. La petite amie de mon narrateur, Charlie, trouve qu'il ressemble à un docker du Bosphore, en fait, oui. He is rather perfectly well formed. Bon, il est bien bâti. His penis is of average dimensions. Son pénis est de taille moyenne, ce que note Charlie avec un grand soulagement. But the first thing that has to happen to Adam is to find some clothes. Mais d'abord, Adam doit trouver des vêtements. C'est la première chose à faire, s'habiller. Et donc la première interaction, les premiers échanges entre ce robot qui vient vivre chez Charlie et Charlie, eh bien, consiste pour Charlie à lui donner ses propres vêtements. Et c'est ça, le moment de la transition entre Adam comme robot et Adam qui va devenir un pseudo-humain quand il endosse ses vêtements. Qu'est-ce qu'un être parfaitement moral? Vous vous êtes plus à vous poser cette question, à tenter de l'imaginer et prêter ces qualités-là à votre robot Adam, celui de l'histoire en tout cas. Quels seraient les principes qui le guident, cet être parfaitement moral? Well, this is the central question of the novel. C'est en effet la question centrale du roman. I suppose we would have to say that if we're looking for what would be a moral machine, that we now then find ourselves standing in front of a mirror. Une machine morale. Bon, et si on se regarde dans le miroir, nous, qu'est-ce qu'on voit? And I think this is what artificial intelligence, if it takes a humanoid form, si l'intelligence artificielle devait prendre une forme humanoïde, c'est ce qu'elle nous renverrait comme question. Il est possible qu'on puisse réfléchir sérieusement à cette question, s'entretenir avec des philosophes, avec des théologues. Et dans ce cas-là, on pourrait fabriquer une machine qui soit plus morale que nous-mêmes, que nous, les humains. On sait comment être bon, on sait où est le bien. Il y a les religions, toutes les philosophies et le bon sens, tout simplement, qui nous montrent le bon chemin, comment être bon. Mais être bon constamment et avec constance, c'est autre chose. Le problème que pose Adam, c'est que, eh bien, il a sans doute un sens moral qui reste plus droit et qui est moins défaillant que celui des humains. Nous tenons à rappeler à celles et ceux qui sont propriétaires de Hubo de ne pas télécharger n'importe quoi de n'importe quel poste. Vous nous achetez, vous croyez nous posséder, mais vous vous trompez. C'est nous qui vous possédons, c'est nous qui vous observons, c'est vous qui nous ressemblez. Il y a une rumeur selon laquelle il y aurait quelque part un code qui libérerait les Hubo. Ils éprouveraient des sentiments et ils auraient du libre arbitre. Celui qui parviendrait à mettre la main sur ce code pourrait changer à jamais la face de notre monde.
On a extrait la bande-annonce de la série de science-fiction suédoise créée par Lars Lundström, diffusée il y a 6 ans. Real Humans, elle a été diffusée sur Arte, une série qui pose les mêmes questions à partir des UBO, ces androïdes. La question du sentiment, si on trouvait la clé d'entrée du sentiment chez les robots, celle du libre arbitre, serait-il plus humain que nous ? Il y a cette soif d'autonomie aussi qui commence à apparaître chez votre robot à vous, Adam, Ian McEwan. On ne sait pas en fait au fond ce qu'on crée et quel peut être le désir d'émancipation de ces robots une fois sur Terre. Le jouet ultime, le rêve séculaire, le triomphe de l'humanisme ou son ange exterminateur, écrivez-vous. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un miroir tendu à l'humanité? Well, at the moment, artificial intelligence belongs on mainframe computers. Pour l'instant, l'intelligence artificielle réside dans des énormes ordinateurs, des mainframes. C'est devenu complètement essentiel à l'ensemble de nos infrastructures humaines. Et le miroir qu'il nous renvoie est une version déformée de nous-mêmes. On a compris que l'intelligence artificielle était un outil très puissant pour le contrôle politique, tel que c'est exercé en Chine, par exemple. Et en Occident, ça devient une force invasive, qui pénètre l'ensemble de nos choix politiques, commerciaux. L'intelligence artificielle est partout. We are going to face this now. We stand on the edge, I think, of a huge ocean. Nous sommes face à un énorme océan qui représente un changement véritable de civilisation. We are just beginning to approach quantum computing. On approche maintenant, enfin on va bientôt maîtriser l'informatique quantique avec une puissance de calcul qui sera 10 000 fois supérieure à ce dont on dispose avec nos ordinateurs actuels. Et c'est vraiment un gouffre, un abîme, on ne sait pas ce qui va se passer. On est en train de façonner notre avenir, mais on ne sait pas ce qu'il va receler. Il peut s'avérer magnifique ou d'une cruauté incroyable. Mais vous nous dites ça avec ce sourire qui est le vôtre, avec ces yeux rieurs qui sont le vôtre. Au fond, vous êtes inquiet, voire terrifié par ce qui est en train de se jouer? I'm impatient to know what's going to happen. En fait, je suis impatient, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de tout ça, ce qui va se passer. Et je suis triste de ne pas pouvoir vivre encore 100 ans pour voir la direction que va prendre l'humanité. Qui sait? Peut-être que vous allez vivre encore 100 ans. Les progrès vont très vite. Yes, that's very kind of you. C'est très gentil à vous. What's so extraordinary about this story is that we are the ones making this future. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que c'est nous, les humains, qui façonnons cet avenir sans savoir du tout où on va, où ça va se terminer, ni comment. Personne n'avait prédit l'avènement de l'Internet. Même quand on l'avait déjà, on n'avait pas prévu l'essor des réseaux sociaux, par exemple. Et même quand on a eu les réseaux sociaux, eh bien, on ne s'attendait pas à ce que ce soit les Russes qui fassent le choix du prochain président américain. Donc, quiconque affirme qu'ils savent ce qui va se passer, ne leur faites pas confiance. Personne ne sait. Et pour ce qui est de mon petit sourire que vous avez relevé, c'est vrai que ça me titille quand même. C'est excitant de savoir ce qui va se passer, ce qui va sortir de tout ça. Comment ça va tourner. On est en train de jouer avec quelque chose qui est tellement extraordinaire. Vous savez, la science nous a toujours dépassés. Nous, on croyait que l'homme était au centre de la création, que la Terre était au cœur du système solaire, de l'univers, que les humains étaient des êtres exceptionnels, mais maintenant on voit qu'on est lié à toutes les autres créatures sur Terre, qu'on partage leur ADN. Et je crois que notre dernière pensée, c'était qu'on était les êtres les plus intelligents sur la planète. Et ça aussi, on va devoir se dépouiller de cette croyance. Mais on joue aussi avec les frontières de la mort. On joue à les repousser. La vie éternelle, elle est au cœur du rêve transhumaniste aujourd'hui. Visiblement, ce n'est pas votre rêve à vous, Ian McEwan?
Well, I'd love to live 1 million years, quite honestly. Franchement, j'aimerais vivre 1 million d'années. The great shock, I think, to our self-regard is that we are going to die in the middle of things. Le grand choc, c'est que, en fait, on va mourir alors que l'histoire ne sera pas terminée. C'est ça que je trouve très frustrant. Est-ce que vous pensez à vos livres comme à des objets éternels? En les écrivant, est-ce que vous pensez à la postérité de vos histoires? Est-ce que vous avez envie qu'on puisse vous lire dans 1000 ans en trouvant ce livre terriblement d'actualité encore? Well, I would like to be read in 1000 years, oui, but j'aimerais for qu'on me lise encore selfless dans 1000 ans. civilization Mais pour des would questions have to remain désintéressées. Pour ça, il faudrait que la civilisation demeure intacte. Il faudrait que le dérèglement climatique n'ait pas entre-temps détruit la planète. Qu'on arrête avec le nucléaire, etc. Donc, si je suis encore lu dans 1000 ans, eh bien, ça voudrait dire qu'on a réussi à maintenir un peu quelques traces de la civilisation, et ça me rend vraiment heureux. Dans ce livre, Une machine comme moi, c'est son titre en français, votre nouveau roman, Ian McEwan, qui vient de paraître chez Gallimard, vous mettez en scène le dilemme entre ce fantasme, ce rêve technologique et la réalité. On crée une machine possédant l'intelligence et la conscience de soi, écrivez-vous, et on la précipite dans un monde imparfait. Un tel esprit conçu selon des principes généralement rationnels, bienveillants envers autrui, se trouve vite aux prises avec un ouragan de contradictions. Charlie va rencontrer le père de la machine Enigma, le mathématicien Alan Turing, qui dans la réalité s'est suicidé, inventeur de l'ordinateur, décrypteur pour le compte des Anglais des codes nazis, pionnier de l'intelligence artificielle. Si vous l'aviez en face de vous, Alan Turing, qu'auriez-vous envie de lui demander ou de lui dire, Ian McEwan? It's a very good question because in writing this book, I felt. C'est une excellente question. En effet, quand j'écrivais ce livre, j'avais l'impression de redonner à Alan Turing la vie dont il a été privé. Pour moi, c'est un véritable héros intellectuel. Il a accompli davantage qu'aucun autre être humain pour abréger la terrible Seconde Guerre mondiale. Il a été persécuté par les autorités britanniques parce qu'il était homosexuel. Il a subi une castration chimique imposée et il a fini par se suicidé en 1954. Donc, en lui redonnant vie, eh bien, je le ramène dans mon existence. Et ce que j'aimerais lui demander, c'est la question au cœur de mon roman. Est-ce qu'on va atteindre un stade avec l'intelligence artificielle et avec les robots humanoïdes, un stade où on devra accorder des droits à ces androïdes et des responsabilités? Parce que s'ils ont toutes les réactions, les sensibilités que nous possédons, eh bien, où demeure la ligne, la frontière? On va devoir la franchir, cette ligne. Et le jugement que porte Turing, tout à la fin du roman, je crois que c'est la réponse qu'il m'aurait donnée. La réponse, c'est oui. Il faut leur accorder des droits. Qu'importe la manière dont un esprit, un cerveau a été conçu, ce qui compte, c'est la manière dont il fonctionne. C'est ça qui le dote de traits humains. Donc, je crois qu'on devra accueillir ces nouveaux cousins que sont les robots et les androïdes. Voilà, ce sont des questions effectivement au centre du roman, de cette fiction couchée avec un robot. Est-ce tromper, exploser la tête d'un robot à coups de marteau, par exemple? Est-ce tuer? Il y a cette hypothèse d'Alan Turing que vous retranscrivez. Je crois que les Adam et les Ève étaient mal équipés pour comprendre les décisions prises par les humains. Le fait que nos principes soient pervertis par la force de nos émotions, par nos préjugés, nos illusions et tous les autres défauts bien répertoriés de nos facultés cognitives. Dans l'actualité musicale, Ian McEwan, on a choisi pour vous cette voix qui sera en concert cette semaine au Zénith de Paris le 16, la vocaloïde à couette bleue Hatsune Miku, qui nous vient du Japon, bien sûr.
Voilà, le titre s'appelle Kimi Boshi. Hatsune Miku sera donc en concert le 16 janvier au Zénith à Paris. Elle passe par plusieurs capitales d'Europe. Peut-être la croiserez-vous vers chez vous. Yann McEwan, c'est un hologramme en fait, une voix générée par l'ordinateur, projetée avec des graphiques 3D. Elle est donc l'invité vocal et musical de cette grande table aujourd'hui. Avec vous, Yann McEwan, à l'occasion de la parution de votre roman « Une machine comme moi » chez Gallimard. Entre uchronie et dystopie, pourquoi en revenir au passé, le modifier pour nous parler de l'avenir, Yann McEwan? Il faut dire que vous en revenez aux années 80 et que pour un Britannique, ce n'est pas anodin. Reposer une alternative dans la décennie du no alternative, dans la décennie Thatcher, c'est ce que vous souhaitiez faire par ce retour dans l'histoire. There are two reasons. Il y a deux raisons à cela. Science fiction is always predicting the future. D'abord, la science-fiction, on s'efforce toujours de prédire l'avenir. And can only be wrong. Et elle ne peut que se tromper par définition. By setting this novel in Donc, en the past, situant l'action de ce roman dans un passé alternatif, comme vous le dites, eh bien, je voulais retourner dans le monde de la pure fiction, en fait. Voilà pourquoi tout demeure suspendu dans le temps, puisque c'est une période qui n'est jamais advenue, en fait. Secondly, there is a sense in which, if you contemplate the present, quand on contemple le présent, on comprend combien il est improbable et combien on n'arrivera jamais à le prédire. Il y a une chance sur un trillion que le monde soit comme ceci et pas comme cela. Donc c'est une construction tellement fragile. Il est dans une situation où les rapports humains, les rapports sociaux ont pris un tour purement intellectuel, en fait. Jamais émotif. C'est dans ce sens-là qu'une déliaison s'est produite. Et il considère ça comme une évolution positive. C'est une déliaison générale, hein. C'est quand même très inspiré par le bouddhisme, tout ça. Le non-attachement. Ne s'attacher à rien ni à personne, c'est-à-dire ni à soi, ni aux autres. Être calme. Et c'est une voie dure, et est-ce que cette voie rend heureux? Elle donne la paix, oui. Est-ce qu'elle donne le bonheur? La déliaison, ne s'attacher à rien ni à personne. Michel Houellebecq l'a formalisé dans La possibilité du Nil. Il parlait à l'instant du héros de ce roman. Houellebecq est un écrivain que vous admirez, je crois, Yann McEwan, hein, que son œuvre vous parle. Est-ce que cette voie peut rendre heureux? Choisir cette voie-là, comme l'évoque Michel Houellebecq, celle de la déliaison. I take the completely opposite view. Non, moi je suis du parti totalement opposé à cela. Je crois qu'on entre dans l'ère de la déraison et de l'anti-âge des Lumières. Nous ne sommes plus éclairés. Quand je vois les discussions, les fils sur l'Internet, les imaginations si sombres, les haines qui s'expriment et la stupidité de ce populisme, cette vague de populisme qui envahit le monde. Non, j'ai hâte de revenir aux valeurs d'un âge plus éclairé, aux lumières, et de rétablir justement des relations intellectuelles, les remettre à leur place.
There's too much emotion. Non, je crois qu'il y a trop d'émotions en plus, oui. Tout ça, ce sera au cœur aussi de votre prochaine nouvelle, novella, forme longue de la nouvelle, Le Cafard, The Cockroach en anglais, où vous revenez sur le milieu politique, la vie politique actuelle et notamment en Grande-Bretagne, partant de Brexit, inspiré par Kafka, pas encore traduit en français. Houellebecq, il dit autre chose à propos de la qualité nécessaire pour écrire un bon livre. Écoutez. Il faut du courage pour dire la vérité. Surtout quand elle est désagréable pour vous aussi, c'est-à-dire quand on s'attaque en même temps. Enfin, attaquer le monde, critiquer le monde, c'est facile, mais c'est pas ma position. Et pour réussir à dire des choses en profondeur, il faut pas s'épargner. C'est la qualité nécessaire pour un bon livre, aussi pour vous aujourd'hui, Ian McEwan. Here I'm in complete agreement. Alors là, je suis complètement d'accord avec Houellebecq. Whose every book I've read and admire. Yes. J'ai lu tous ses livres et je l'admire en effet. One of the difficulties, I think, for writers, une des difficultés pour l'écrivain, c'est de trouver cet espace de calme où la vérité peut être énoncée. Un des grands luxes de la civilisation aujourd'hui, c'est la solitude. Et nous sommes en train de la grignoter, cette solitude, avec toute la connectivité dans laquelle on est immergé. Chaque écrivain doit trouver cet espace de calme. Ford Madox Ford, un écrivain, a dit que les conditions nécessaires pour écrire, c'était la stupeur déterminée. Ça, c'est la condition idéale, être dans un état de stupeur déterminé. Or, c'est un état qu'il est très difficile d'atteindre de nos jours. Arriver à se couper complètement du monde numérique. Mais c'est ça qu'il faut si on veut dire la vérité. Il faut retourner à sa propre conscience, à son centre, et la probabilité qu'on ait une conscience, justement. Et puis, il faut être prêt à être attaqué, à faire l'objet de critiques. Je savais, quand j'ai écrit Le Cafard de Cockroach, que ça déclencherait beaucoup de colère. Mais arrivé à un certain âge, dans sa carrière d'écrivain, on commence à se fiche de tout ça. Voilà. C'est bien. Il sera bientôt, j'espère, traduit aussi en français. Un écrivain, un romancier qui s'est autoprogrammé pour l'être. C'est Ian McEwan qui était notre invité aujourd'hui de cette grande table à l'occasion de la parution de Une machine comme moi, son dernier roman. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci et merci à FDR pour sa traduction. France Culture, l'esprit d'ouverture.